À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Le pays tout entier va se lever vers ce qu'il a de meilleur. On aimerait croire François Hollande, mais on a l'impression qu'il y a encore du chemin, ne serait-ce que pour que les uns et les autres digérions tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons encaissé depuis 6 jours. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Vous êtes docteur en psychopathologie au CHU Henri Mondor de Créteil et experte auprès de l'éducation nationale et des tribunaux. Depuis mercredi, beaucoup de Français ont l'impression de suffoquer, d'être choqués, d'être secoués, de ne pas réussir à reprendre leur respiration. Est-ce que c'est normal ? C'est normal parce qu'ils ont été confrontés, on a été confrontés à quelque chose d'indicible et puis à quelque chose qui est venu bouleverser un sentiment de sécurité individuelle et collectif. Et ça, c'est extrêmement déstructurant. Donc il faut du temps pour arriver à retrouver confiance en soi, à retrouver confiance dans le groupe. Il est certain que des cérémonies collectives, des rituels collectifs comme la marche d'hier peuvent y participer. Je dis qu'ils peuvent y participer parce qu'on verra... C'est une thérapie aussi, la marche d'hier ? Ça peut être de cette dimension-là, thérapeutique, mais ça ne sera de cette dimension que si ça prend un sens positif. Autrement dit, hier, il y a eu toute une communauté, des millions de personnes qui ont manifesté leur attente dans les rues, puis aussi chez elles pour celles qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais s'il y a une déception derrière, l'effet boomerang sera redoutable. Donc c'est quoi la déception ? C'est des politiques qui recommencent à se chamailler ? C'est une nouvelle attaque ? C'est quoi ? Ça serait probablement être déçu par rapport aux attentes. Et la difficulté, c'est que derrière une cohésion collective, on voit bien que tout le monde n'est pas venu défiler pour la même chose. Certains, c'était pour rendre hommage aux personnes qui connaissaient, pour les familles endeuillées. D'autres, c'était par rapport à des valeurs. D'autres, c'était pour presque se justifier de telle ou telle origine. On voit bien que derrière des revendications différentes, la mobilisation a créé une cohésion. Donc la difficulté, ça va être au-delà de ça, au-delà de ce mouvement-là, de répondre à chacun dans une dynamique collective. Mais comment on en sort justement de cet état de choc ? Individuellement, en reprenant confiance, en retrouvant des références individuelles familiales. Qu'est-ce qui me rassure ? Savoir qu'on n'est pas seul, très souvent, ou alors, par exemple, professionnel, des amis, la cellule sociale, communautaire, la collectivité, le groupe d'appartenance, on pourrait dire. Il faut parler, il faut communiquer beaucoup. Alors, il faut parler, c'est pas suffisant. Vous pouvez parler dans le vide, vous pouvez parler à des gens qui comprendront pas, vous pouvez parler à des gens qui vont vous survictimiser en vous disant des choses qui vont vous fragiliser. Donc, qu'on ait un espace pour parler, ça c'est très important, et qu'on ait des gens capables en volonté de vous entendre, et ça c'est encore autre chose. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a le sentiment, Hélène Romano, que pratiquement chaque Français est touché intimement, personnellement par ce qui s'est passé. On peut être touché dans sa chair presque par le deuil des autres ? Le deuil, c'est la réaction face à la perte en psy. Donc là, on a des gens endeuillés parce qu'ils ont perdu des proches, mais on a eu aussi des Français endeuillés par rapport à la perte de certaines valeurs, par rapport à la perte d'un sentiment de sécurité. En ce sens, on peut parler de deuil. Et puis au-delà de ça, il y a l'identification projective qu'on peut avoir par rapport à... L'identification projective, c'est-à-dire qu'on se... Le fait qu'on se met, on se met à la place, on se met à la place de journalistes qui ont été tués parce qu'ils ont voulu défendre des valeurs. On peut se dire, moi qui veux défendre des valeurs, ça aurait pu m'arriver. On se met à la place de ceux qui ont été faire leurs courses. On se met à la place de... Donc quand on se met à la place d'eux et que ces gens-là ont été assassinés, il est évident que ça crée une angoisse. Un tweet de Lisa Lapasta avec le hashtag un matin. Comment reprendre notre vie en montrant que l'on n'oublie pas et qu'on soutient toujours ? Ça, c'est un peu le paradoxe d'être sur les deux jambes. On n'a pas envie d'oublier et en même temps, on se dit il faut avancer quand même. Alors, on met en mémoire, on ne va pas oublier, on va mettre en mémoire, on va donner du sens à tout ça et donner un sens positif. Je vais prendre un exemple. On a beaucoup entendu dire que c'était un 11 septembre, ce qui s'était passé. Moi, je trouverais beaucoup plus positif de dire que c'est un nouveau 14 juillet. C'est une force dynamique, positive, créative qui va se mettre en place. Donc la journée d'hier. La journée d'hier, mais le 14 juillet, lors de la Révolution, il y avait aussi beaucoup de personnes qui ont été tuées. Mais c'est une façon positive et dynamique de voir les choses, de ne pas être passif par rapport à ça. On est actif, on est debout individuellement et on apprend à faire face à la peur. On entend beaucoup dire faut pas avoir peur. Je pense que c'est une erreur et on le sait bien quand on prend en charge des gens. Il faut assumer d'avoir peur. Faut pas avoir peur d'avoir peur. C'est plutôt ça la nuance. Dire faut pas avoir peur à des gens qui ont peur. On voit bien les réactions dans les médias. Les gens comprennent pas pourquoi on leur dit qu'il faut pas avoir peur. Dénier la peur, c'est très violent parce qu'on a l'impression de pas être à la hauteur. Faut pas avoir peur de la peur. Autrement dit, on a le droit d'avoir peur. Mais ce matin, on peut se réveiller encore avec la boule au ventre en se disant ça va pas. Vous avez des millions d'auditeurs qui se réveillent avec la boule au ventre. En se ressentant seul, parce que finalement, hier, il y avait tout le monde dans la rue, mais aujourd'hui, chacun reprend son quotidien, chacun reprend son chemin. Inévitablement. Donc, dire aux gens, vous n'avez pas à avoir peur, ça ne va pas les aider. Leur dire, la peur, elle est légitime. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette peur-là ? Qu'est-ce qu'on va faire de cet ressenti négatif, une force positive ? Ça, c'est important. Comment je contrôle ma peur ? Quand j'ai peur, qui peut me rassurer, etc. Docteur Romano, il y a aussi toutes ces images que l'on a en tête d'une violence parfois extrême. On va les digérer tout seul, ces images ?
Non, il faudrait les digérer à plusieurs, les décrypter plus que les digérer, c'est-à-dire y donner sens, arriver par exemple aux enfants à leur demander qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont compris, aux adultes aussi, à pouvoir montrer qu'au-delà de ces images, au-delà de ce temps traumatique et un temps figé, il y a un demain possible, il y a un avenir. C'est toutes les projections vers l'avenir qui permettront aux petits et aux grands, aux enfants, aux adultes de retrouver confiance. Alors ce qui est fou, c'est qu'on a beau ne pas vouloir les regarder, ces images, mais on les regarde quand même, quoi. Elles ont aussi quelque chose de fascinant. C'est le propre du traumatisme, la confrontation à la mort fascine. Il y a quelque chose qui sidère et on n'arrive pas, un peu comme quand on a une brûlure, on a la main qui reste sur une plaque parce qu'on s'est brûlé, on n'arrive pas à la défaire. À un moment donné, il faut que quelqu'un vienne vous retirer la main, sinon vous allez y laisser vos doigts. La fascination, la spectacularisation face au traumatisme est quelque chose que l'on connaît malheureusement. Et là, il y a vraiment un travail éducatif à faire dans les familles, mais probablement au niveau éthique aussi auprès de vos collègues journalistes. Est-ce qu'on a montré trop de choses? Est-ce qu'on a dit trop de choses? Est-ce que vous, la psychologue, c'est quelque chose qui vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est de montrer les choses en direct, sans décryptage. C'est-à-dire que les journalistes... Sans distance. Un journaliste doit permettre aux téléspectateurs de décrypter. Quand un journaliste devient commentateur, commérage, vous voyez, quelque chose comme ça, où il n'y a pas de décryptage, c'est extrêmement violent. Donc, si on avait pu avoir quelques minutes avant les images, je pense aux images de l'assassinat de ce policier, où on nous aurait dit, comme dans d'autres situations, attention, voilà, un policier va se faire tuer, c'est extrêmement violent. C'est pas du tout le même impact que de découvrir en même temps que ceux qui envoient les images, ces images-là. C'est ça qui fait violence. Un tweet de Naliva qui nous dit qu'elle est fière aujourd'hui car nous sommes dignes, debout et libres. On a l'impression d'être affectivement un peu perdu ce matin. En quelques jours, on est passé de l'effroi total à une sorte de presque d'euphorie, de communion hier. On est balancé par des émotions assez extrêmes. C'est la loi du tout et rien, c'est malheureusement aussi assez fréquent. C'est pour ça que l'atterrissage risque d'être difficile et qu'il est vraiment important, individuellement, collectivement, de mettre en place des choses pour que les personnes puissent donner du sens à ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'on va en faire dans les familles? Qu'est-ce qu'on va en faire dans les écoles, dans les entreprises, dans les mairies, dans les villes? Ça va être extrêmement important pour pas qu'au-delà de la fascination, au-delà du moment d'euphorie, tout à fait, il y ait entre guillemets, une gueule de bois les jours suivants. On a encore un tweet de Shorty qui nous dit: doit-on vraiment reprendre une vie normale, entre guillemets, ou tout doit-il changer? Ce qui a changé, c'est la confrontation. C'est incroyable les questions qu'on se pose, qu'on ne se posait pas il y a 5 jours. Là, que tout le monde ne se posait pas. Les gens qui n'avaient pas été confrontés à ça ne se posaient pas. Il y a une vie avant, il y a une vie après, mais il y a une vie qui est possible. C'est ça qu'il faut absolument porter de façon extrêmement positive. Comme les gens qui sont confrontés à la mort, ils savent qu'il y a eu la vie d'avant, il y aura la vie d'après. Là, c'est ce qu'on expérimente collectivement. Mais la vie est possible. Est-ce qu'on doit expliquer aux enfants qu'on a vécu un moment d'histoire? Est-ce que c'était un moment d'histoire? Est-ce qu'on est dans l'histoire? Au quotidien, on est dans l'histoire. C'est probablement un moment qui sera marqué dans l'histoire de France. On peut le dire aux enfants, c'est pas forcément ça qui va leur parler. Les enfants, ils ont besoin de savoir que ça a montré que les gens étaient solidaires, que quand on vit un drame, on peut toujours trouver la force, individuellement, familialement, collectivement, de ne pas être seul. Et face à la mort, ce qui est essentiel, c'est de ne pas être seul. C'est quoi la clé? On se dit tout, on explique tout, on verbalise, on écrit, c'est ça? On dit ce qu'on a besoin de dire au moment où on veut le dire à la personne à qui on a confiance. Encore une fois, dire c'est important, mais on force pas la parole, on force pas à dessiner, on accompagne, on soutient, et c'est tout un travail, une éducation aussi à faire auprès des parents, auprès des professionnels qui est extrêmement important. On reste disponible, justement, et vous aurez des enfants, des adultes qui vont avoir besoin de parler maintenant, d'autres qui veulent pas du tout, on le voit bien sur les réseaux, vous en avez parlé, et d'autres qui auront besoin d'en parler dans plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, j'ai eu au téléphone des personnes qui étaient à Toulouse au moment de Mohamed Merah et qui ont eu besoin de ce temps de latence pour en parler. Et là, il faudra être disponible. Merci beaucoup Hélène Romano, docteur en psychopathologie, d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes aussi notamment l'auteur de L'enfant face au traumatisme, publié chez Duno. Merci et bonne journée à vous.